vous souhaitons la bienvenue pour cette réunion scientifique pour un démarrage de cette année 2026. Nous souhaitons une année meilleure vœux, déjà reçue par vos messages. Cette réunion, le thème c'est la rectoragie de l'enfant, qui est un thème très fréquent et de pratique quotidienne. Les rectoragies se placent dans la croisée entre l'urgence et l'étude multidisciplinaire parfois. Et pour cette réunion, nous recevons notre invité expert en pathologie digestive qui est Ami Baïjalina, qui va nous entretenir sur les nouveautés et les nouvelles articles reçus dans ce domaine. Je tiens également à la fin à remercier le laboratoire de la Profond, nos sponsors habituels et notre partenaire, ou à leur tête c'est Alavi et Youssef. Et je sais pas quand c'est Alavi. Donc je remercie Dr. Abdel-Rachad, je remercie le professeur Abkari qui s'est déplacé de Casa, on vous remercie infiniment. Je remercie la présence, c'est toujours un honneur et un plaisir d'être parmi vous. Soumoud Abdel-Rachad, c'est la première étape, donc c'est un privilège aussi. Les laboratoires de Profond sont toujours heureux d'être la formation scientifique avec le corps médical et spécialement avec les pédiatres. Comme vous venez de savoir, ça fait maintenant une année qu'on a une gamme pédiatrique. Peu de laboratoires au Maroc qui ont une gamme exclusivement pédiatrique. C'est parce qu'on pense que la pédiatrie, c'est un levier de croissance très très important pour notre laboratoire. Et on était toujours les pédiatres qui ont d'arriver d'autres spécialités. Donc pour se focaliser sur la pédiatrie, sur un Maroc qui est en évolution, avec énormément de jeunes enfants. Et c'est pour ça qu'on a fait une gamme pédiatrique. Et on est toujours solidaire avec l'association des pédiatres Jalida APED. Et Inch'Allah, pour les années à venir, donc comme vous l'avez dit, on est toujours là. Et une année, ça sera toujours un rendez-vous annuel à respecter, Inch'Allah. Je souhaite une bonne table ronde. Merci. Et après, à vous la parole. Et nos journées. Bien sûr. Là, ça peut être. Merci beaucoup. Donc, نقص شويه ولا خليوه شوفوا انتم اللي واش كيبان لكم. J'ai oublié de lire la Fatiha. الصخراوي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sans oublier Ahmed Sidi Bennour. دكتورة صبري سيدي بنور دكتورة أنعمان تحققت بأزمور عفاف كيسان بن عمر بسم الله شوية D'abord, je suis très content parce que j'ai صافي مزيان مزيان صافي خليها تا pour l'enregistrement c'est mieux. C'est avec plaisir que je reviens à Jdila parce que c'est toujours un plaisir. Je me sens toujours chez moi, c'est des amis. Et puis j'apprends que c'est la première table ronde de 2006. Ça me rappelle la première table ronde après la constitution du bureau de l'association. Ça fait 8 ans. Donc c'est à mon honneur.
première. Ah. Donc voilà, je vous félicite pour le choix du sujet. C'est toujours agréable de partir d'un symptôme pour retrouver plusieurs pathologies. Et vraiment, il est à cheval sur plusieurs pathologies. Vous allez voir qu'on ne va pas traiter la rectoragie, mais la rectoragie, c'est un fil guide qui va le mener sur telle ou telle étiologie. La rectoragie, c'est souvent un saignement qui est discret, à modéré, donc ce n'est pas vraiment en termes de gravité ou qui va mettre en jeu le pronostic vital, mais ça reste un signe alarmant aussi bien pour les parents que pour le médecin aussi. Émettre du sang rouge dans les selles, moi c'est le quotidien quand je vois les parents quand ils s'amènent. Et puis j'ai remarqué, on est en pédiatrie et les parents toujours devant une rectoragie, ils pensent aux choses graves, notamment la malignité. Dites-moi, est-ce qu'il n'y a pas, s'il vous plaît docteur, est-ce que c'est pas quelque chose de méchant, etc. Donc il y a toujours ça, même devant les rectoragies les plus discrètes et plus banales. Et on va voir du plus banal ou plus grave, mais le plus grave chez l'enfant, ça reste les Mickey, une maladie inflammatoire chronique intestinale, difficile à traiter, et vous allez voir aussi une entité de Mickey qui survient chez les jeunes nourrissons, jeunes enfants, et c'est ce qu'on appelle les early inflammatory bowel disease ou very early, c'est-à-dire les précoces et les très précoces. Il y a même des formes infantiles, c'est rare, mais il y a toujours un trouble monogénique sous-jacent, et c'est des troubles immunitaires sous-jacents, etc. Donc, quand vous m'avez demandé la rectoragie, j'ai réfléchi comment je vais la traiter. Et je me suis dit, je vais d'abord scinder le nourrisson et l'enfant, parce que quand même les étiologies ne sont pas les mêmes. Et après, on va voir ce qui est commun entre les deux tranches d'âge. Alors, chez le nouveau-né et le nourrisson, soit qu'on est dans un contexte de l'urgence, et c'est-à-dire quelque chose d'urgent, qui n'attend pas. Il y a de la rectoragie, mais il y a autre chose. Et chaque fois quand on parle d'urgence, il y a d'abord l'urgence chirurgicale à éliminer dans ce cas. Et l'urgence chirurgicale à éliminer, c'est toujours un tableau clinique brouillon et un examen clinique anormal. C'est-à-dire que la rectoragie n'est pas isolée. Souvent, le pédiatre, parce qu'il y a le contexte, et il arrive à identifier la cause de la rectoragie. Donc finalement, la rectoragie dans ce contexte-là, c'est un épiphénomène. Je vais vous le dire rapidement, chez un nouveau-né, par exemple, qui vient dans un tableau d'occlusion, avec des vomissements bilieux, il fait de la rectoragie, par exemple dans l'atrésie du grêle, ou bien l'évidence, un ballonnement abdominal très important chez un enfant qui a eu un retard de l'émission microbienne et qui fait de diarrhée ressemblante. C'est l'entérocolite du Hirschsprung. Et là, j'ai le souvenir, l'entérocolite du Hirschsprung, un enfant, d'ailleurs, c'était un enfant d'un médecin, et à chaque fois, c'était un trisomique, et chaque fois, il fait un épisode d'entérocolite, il va dans une clinique pédiatrique, et ils le reçoivent, et rapidement, écho, etc., et elle traite. Premier épisode, deuxième épisode à 13 mois, et ainsi de suite. Moi, je le vois à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, comme ça. Et ballonnement abdominal, constipation, pâleur. Donc, c'était un Hirschsprung qui passait sous le nez, et on le voit dans un tableau historique. Donc, entérocolite, dans un contexte d'histoire de constipation, etc., de retard de l'émission antimicrobienne, il faut penser aussi à la maladie de Hirschsprung. Ça, c'est l'évidence, c'est-à-dire urgence chirurgicale chez un jeune nouveau-né ou un jeune nourrisson, atrésie du grêle, entérocolite du grêle. Mais surtout l'invagination intestinale chez les nourrissons. C'est souvent les nourrissons. Vous allez me dire, c'est l'évidence l'invagination intestinale, mais on ne cessera jamais de le rappeler et de me le rappeler aussi, parce qu'on l'oublie parfois.
Et l'invagination intestinale, c'est souvent l'apanage d'un jeune nourrisson âgé de 5 mois à 8 mois, maximum 12 mois. C'est l'invagination intestinale idiopathique. C'est des crises paroxystiques de douleur abdominale chez un enfant qui était jusque-là bien portant dans un contexte apélétique. Et c'est de véritables crises. Souvent, on confond les coliques à l'âge de 2 mois, mais ce n'est pas l'âge de l'invagination intestinale. Eh bien, 5 mois à 8 mois, maximum 12 mois. Après, on commence à penser à l'invagination intestinale secondaire. Et là, c'est un autre contexte. Mais l'idiopathique du nourrisson classique, etc., c'est cette tranche d'âge. Certains poussent l'âge aussi jusqu'à 4 mois, mais en général, c'est 5 mois, toutes les études s'accordent à ça. Donc, toute crise de douleur abdominale paroxystique doit faire aussi la fossilière droite à la recherche de ce boudin d'invagination. Et puis, le diagnostic est toujours fait à l'échographie. Ça, je parle d'un diagnostic précoce. Un jeune nourrisson de 5 ou 8 mois qui fait ses creux. Et il faut penser à faire rapidement l'échographie pour avoir cette image en cocarde ou bien le profil, image en note doc. Ça, vous le savez. Il y a aussi l'insufflation. Vous voyez l'arrêt et l'image en cocarde qui se trace après l'insufflation. L'insufflation, c'est un procédé diagnostique mais aussi thérapeutique. Parce que c'est elle qui nous permet, dans les invaginations précoces, la désinvagination et la résolution de ce problème. Il est rare où on peut procéder à des opacifications. Et pourquoi je parle de l'invagination? Parce que si le diagnostic n'est pas fait précocement, on reçoit comme ce bébé-là, déjà au stade de rectorragie. Et parfois, pire encore, le bébé il peut se présenter déjà le boudin à l'anus, le boudin de l'invagination qui pousse et qui sort à l'anus. Ça, c'est des cas malheureux, tardifs, parce que souvent, il y a de l'occlusion, et voilà les niveaux hydroaériques, et ça va être sanctionné par une résection, et ça peut déboucher sur un syndrome de l'intestin court du grêle, et ce syndrome-là, il est très difficile à prendre en charge sur le plan nutritionnel. C'est des enfants qui vivent dans un état. Regardez donc devant des douleurs abdominales paroxystiques, on peut, si on ne fait pas attention, arriver au syndrome du grêle court. Donc, ça me rappelle toujours cette analogie avec l'infection urinaire. Fièvre chez un nourrisson, on ne fait pas le CBU, donc il est négligé, pyélonéphrite, et puis la cicatrice chronique, pyélonéphrite, insuffisance rénale. Regardez la cascade. Simple, une fièvre qui ne fait pas sa preuve. On cherche les infections qui ne sont pas apparentes, notamment le CBU. Chez le nourrisson, ça ne part pas. Voilà, donc je reviens à mon schéma. J'ai dit, dans un contexte d'urgence, cause chirurgicale en premier, contexte clinique évident. Je ne parle pas de la trésie du grêle et l'entérocolite qui sont rares, c'est l'apanage du nouveau-né, et surtout de l'invagination intestinale. Dans ce contexte d'urgence, on peut penser à une cause médicale, et celle-là, vous la connaissez très bien, donc praticien, c'est l'entérocolite ulcéro-nécrosante du prématuré, qui peut même se voir chez le bébé non prématuré. Et il y a plusieurs mécanismes, vous le savez, c'est un spasme vasculaire, trouble de la perméabilité intestinale, et puis il y a des complications infectieuses, souvent l'enfant, c'est des vomissements, c'est ballonnement abdominal, parfois c'est la léthargie, le choc, etc. C'est souvent une hospitalisation urgente avec perfusion et des antibiothérapie vraiment colossales pour pouvoir venir, et la nutrition, le repos digestif, c'est la nutrition parentérale. Je ne vais pas revenir parce que ce n'est pas le même cadre, mais il peut y avoir des rectorragies, diarrhées, des ressemblantes dans l'entérocolite. Ça rappelle un peu l'entérocolite du Hirschsprung. Et toujours dans le cadre de ces urgences médicales, il y a l'infection intestinale bactérienne. Et l'infection intestinale,
c'est souvent les gastroentérites. Les gastroentérites, chez le nourrisson, ils sont dominés par la cause virale. Mais il peut y avoir, parce que toujours on a voulu calquer l'épidémiologie avec l'Occident, mais ce n'est pas le même contexte. Chez nous, on est encore envahi par tout ce qui est parasitaire, tout ce qui est bactérien, etc. C'est pour ça qu'une diarrhée aiguë, au-delà de ce traitement de fond qui est la réhydratation orale et l'alimentation précoce, il peut y avoir un syndrome désentérique ou diarrhée clairosanglante. Diarrhée clairosanglante, chez un nourrisson, doit faire penser en premier, surtout si ça s'accompagne de la fièvre, à une cause bactérienne. Et cause bactérienne, souvent en matière de gastroentérite, on ne cherche pas à l'identifier. C'est le contexte de l'urgence, on propose un traitement. C'est comme ce qui se passe chez vous en pratique médicale. Et comme le germe le plus fréquent retrouvé, c'est l'Escherichia coli, donc on cherche le médicament qui pourrait être efficace sur l'Escherichia coli. En général, c'est le cotrimoxazole, mais on peut utiliser C3G oral, etc. Mais le cotrimoxazole, il est indétournable. Et ce que j'aime dans cet antibiotique, c'est qu'il n'a pas été vulgarisé. Il est de prescription vraiment rationalisée et donc on espère toujours son efficacité dans les infections bactériennes. Chez le nourrisson, plus de 6 mois. Chez le nourrisson, moins de 6 mois, on a quelques réserves sur l'utilisation du cotrimoxazole. Et toujours dans cette diarrhée clairosanglante fébrile, si les choses se pérennisent, malgré le traitement, et ça se prolonge, donc toute diarrhée d'allure désentérique ou clairosanglante ou d'allure invasif qui se pérennise, attention, ça peut être le Campylobacter jejuni. On l'oublie, parce que le traitement ici, dernièrement j'ai vu un cas pareil qui a bien évolué sur macrolide. Donc une diarrhée qui se pérennise, il faut penser au Campylobacter pylori et proposer du macrolide. Et aujourd'hui, on a des macrolides courte durée, etc. Donc, on peut toujours traiter par le macrolide. Sinon, cette diarrhée clairosanglante, si elle est apéritique, on pense à une cause parasitaire. Et à ce moment-là, il faut traiter par du métronidazole. Et sinon, j'ai dit tout à l'heure que la cause qui domine les diarrhées chez les nourrissons, c'est la diarrhée aqueuse. Il est essentiellement d'origine virale. Sinon, il peut être causé par une bactérie, notamment l'Escherichia coli, mais c'est l'Escherichia coli entérotoxinogène qui n'est pas grave, comme l'Escherichia coli entéro-invasif qui donne la clairosanglante. Mais l'entérotoxinogène, il donne une diarrhée aqueuse pseudo-virale, qui rappelle, et qui n'est pas grave. Et parfois, on n'est pas obligé de le mettre sous antibiotiques. L'Escherichia coli entérotoxinogène. Et bien sûr, il y a toujours un appoint en cas de diarrhée aiguë. Je pense que votre prescription, il y a toujours des antisécrétoires, il y a des probiotiques, notamment pour les diarrhées d'origine virale. Mais la clairosanglante, il y a l'antibiotique d'abord, mais on peut ajouter un probiotique parce que l'antibiotique, il peut engendrer une diarrhée associée aux antibiotiques. Voilà donc le contexte de l'urgence médicale, c'est l'infection. Si on revient à notre diagramme, et là, je vais revenir pour vous situer bien comme il faut. Voilà. Donc, on était là, l'infection intestinale bactérienne. Et en dehors de l'urgence, il y a un examen qui est tout à fait normal. Je parle toujours de nourrisson et du nouveau-né. Alors, le nouveau-né, pensez déficit en vitamine K, vous faites la prévention, la prophylaxie, et parfois, malgré la prophylaxie, on peut avoir un trouble de l'hémostase dans des situations un peu particulières. Le déficit en facteur 7 aussi peut se manifester par des rectorragies.
Et je vais un petit peu m'attarder sur l'allergie aux protéines de lait de vache. Donc, toute diarrhée sanglante qui survient chez un nourrisson, un jeune nourrisson, dans un contexte qui n'est pas urgent et avec un examen normal, il faut penser à l'allergie aux protéines du lait de vache. Alors, c'est la mieux connue comme allergie, et d'ailleurs, c'est la première allergie alimentaire qu'on peut rencontrer, c'est l'allergie aux protéines de lait de vache. Et il est la 4e allergie alimentaire après l'œuf, l'arachide et le poisson. Ça, c'est les gens qui ont les statistiques. Mais je serais tenté de dire qu'au Maroc, je ne mets pas l'arachide au 2e plan parce que le contexte marocain, il n'y a pas l'arachide, ça ne fait pas partie de. C'est pas aussi grave qu'en Europe. En Europe, l'arachide, c'est une allergie. Quand il se déclenche, il est définitif. Et qu'il y a des épitopes de l'arachide qui rendent cette allergie grave. Il peut même donner des chocs anaphylactiques, etc. Heureusement, au Maroc, ce n'est pas aussi fréquent que ça. Il y avait même des études qui ont été faites, aussi bien au nord qu'à Rabat, et qui ne trouvent pas cette fréquence de l'arachide. Peut-être c'est en rapport avec nos habitudes au Maroc. Cacao, il est partout. Chaque quartier, le coin, il est celui qui. Donc, les femmes enceintes aussi, on peut dire que peut-être la consommation chez la femme enceinte, la washer, etc., il y a un passage peut-être à petite quantité et qui pourrait créer une tolérance chez le bébé. Donc, c'est pour ça qu'on ne la voit pas fréquente. Et d'ailleurs, j'ai intervenu dans ce sens plusieurs fois dans des congrès où ils ont mentionné l'arachide. J'ai fait allusion à cette particularité marocaine. Alors, l'allergie aux protéines, c'est l'apanage du nourrisson, ça va de soi, parce que c'est le premier aliment du nourrisson, inférieur à 1. Donc, il est dû à plusieurs protéines contenues dans le lait, on peut compter une trentaine. C'est les protéines du lactosérum, l'alpha-lactoglobuline et la bêta-lactoglobuline, et la caséine. Donc, les 3. On a toujours tendance à demander ces 3-là quand on veut explorer l'allergie aux protéines de lait de vache. On dit dosage du désir spécifique, alpha-lactoglobuline, bêta-lactoglobuline et caséine. Alors, la caséine, c'est dommage parce qu'il a des épitopes qui pourraient être à l'origine de la pérennisation de l'allergie aux protéines de lait de vache. Si on veut voir l'évolution de l'allergie aux protéines, en général, c'est une allergie éphémère qui disparaît avec le temps. Il y a une tolérance qui s'installe avec le temps. C'est-à-dire que le bébé, il va redevenir tolérant et la plupart, maximum vers l'âge de 1 an, 78% des nourrissons, ils peuvent tolérer à nouveau le lait de vache. Mais quand il s'agit... Pas avant. Pardon? Avant, oui. Avant, ça peut être 6 mois, ça peut être 9 mois, et parfois de façon intempestive. Les mamans, voilà, ils voient que l'enfant va bien, ils donnent, et puis ça marche. Intempestif. Parfois, non, ils reviennent, ils tentent, et rebolotent, les symptômes réapparaissent, et vous allez me dire, mais quel est le rapport de l'allergie aux protéines de vache avec ce qu'on est en train de dire? Je vais vous le dire rapidement pour vous. Parce qu'il y a deux, il y a la IgE métier, d'ailleurs c'est celle dont j'ai parlé des dosages des IgE spécifiques qui sont positifs, et il y a la non-IgE, on va voir ça par la suite. Et puis, il y a des allergies qui restent, et parmi les facteurs qui peuvent être à l'origine de la pérennisation de l'allergie et la non-acquisition de la tolérance, c'est la caséine par exemple, et certains épitopes. Les épitopes, c'est plus petit que. Par exemple, caséine, on voit l'épitope alpha S1, caséine, si on rentre dans les détails, et les épitopes, c'est pas un dosage courant. On ne peut pas les réserver à certains. Excusez-moi, je continue la question. Est-ce que
vous, dans votre pratique, qu'est-ce que vous préconisez pour l'intolérance au lait? Vous attendez justement un an ou vous essayez de faire L'introduction du lait de vache. dans votre pratique? La prise en charge. D'abord, c'est une introduction. Alors, il y a aussi les caractériser l'allergie, parce qu'on appelle la carrière de la publique. On va voir ça. C'est-à-dire, il commence par une allergie au protéines de vache et peut terminer par un asthme, par exemple. On verra ça. Alors, pourquoi on a dit IgE médié, non IgE médié? Ça fait référence à la classification de Gene-Kruse. IgE médié, c'est le type 1. C'est là où il y a les IgE spécifiques positifs. Et ça se traduit par un tableau un peu brouillon, que ce soit des signes cutanés comme un rash, urticaire, etc., ou des troubles digestifs comme les vomissements et les diarrhées, ou respiratoires aigus. Et il y a la non-IgE, c'est une hypersensibilité retardée, et on va voir quels sont les aspects, et c'est cette forme qui nous intéresse dans notre topo, et qui donne de la diarrhée dans certains cas, de la rectorragie. Alors, pour répondre à ta question tout à l'heure, puisque moi, ce que j'aime dans les thématiques qui partent d'un symptôme, c'est que c'est à cheval dans plusieurs pathologies. Et je me suis dit, c'est l'occasion pour asseoir certaines notions en matière d'allergie aux protéines de vache. Comme ça, on n'est plus perdu. À un certain moment, on ne savait pas de quoi on va parler. Intolérance, allergie, hypersensibilité, etc. Et il y avait une douzaine d'experts qui se sont réunis pour arrêter ce cadre nosologique une fois pour toutes. Et ils ont décidé de parler d'hypersensibilité chaque fois qu'il y a une réaction anormale à un aliment. Hypersensibilité, sans tenir compte du mécanisme. Maintenant, s'il s'agit d'un mécanisme allergique, c'est-à-dire qu'il y a un support immunologique, on parle d'hypersensibilité alimentaire allergique. Mais s'il n'y a pas de support immunitaire, on parle d'intolérance. Par exemple, vous avez pris, je ne sais pas moi, de la fraise et vous avez fait une fausse réaction, ça c'est l'intolérance. Mais l'hypersensibilité allergique, il y a par exemple l'hypersensibilité de la maladie cœliaque, c'est pas la même chose. C'est un HLA qui est à l'origine de ça, TQ2, TQ8, qui serait à l'origine de la réaction. Mais par contre ici, la IgE médiée, on en a parlé, et la non-IgE médiée, voilà les entités qui nous intéressent. Hein. La rectocolite ou proctocolite, et l'entéropathie, c'est comme la maladie cœliaque, et il y a l'entérocolite allergique, je vais vous expliquer tout ça. C'est cette entité qui peut donner des rectorragies. Sinon, il y a des pathologies à cheval entre la IgE médiée et la non-IgE médiée. Par exemple, la pathologie eosinophile, on va en dire un mot à la fin, il peut réunir les deux mécanismes. Non-IgE médiée et médiée, on peut trouver des IgE spécifiques, etc. Colique du nourrisson, dermatite atopique, c'est ce qu'on appelle les coliques like. C'est la forme. Et puis, il y a dermatite, l'asthme, ça on peut voir le mécanisme. On ne va pas s'attarder ici. L'essentiel, c'est de placer les choses et placer les entités dont on va parler ici. Alors, la première, c'est la proctocolite du nourrisson, et appelée récemment PAIPA. C'est la proctocolite allergique, induite par les protéines alimentaires. PAIPA. Cette proctocolite, c'est une forme qui est bénigne. Et souvent, l'apanage de jeunes nourrissons, vers l'âge de 2 mois, un nourrisson en général, allaité, paradoxalement, allaité au sein. Donc sensibilisé via le lait maternel. Et il se présente avec des pleurs, des douleurs. Ça rappelle les coliques du nourrisson, colique-like. Et le diagnostic devient, d'ailleurs, dans les coliques, le diagnostic différentiel qui doit toujours être présent à l'esprit, c'est cette proctocolite du nourrisson. Parce que parfois, il ne s'accompagne pas de rectorragie. Mais s'il s'accompagne d'une diarrhée glérosanglante, le diagnostic est là. Le diagnostic est là.
Et j'ai dit que c'est souvent l'apanage du nourrisson à l'été et diagnostic avec l'infection et la fissure. En général, il y a certains confrères qui la considèrent comme... Souvent, on retrouve ces enfants ayant déjà, ces nourrissons, déjà reçu l'antibiotique, etc. La fissure anale, il n'y a pas de confusion, il suffit d'examiner systématiquement l'anus du bébé pour éliminer cette entité. Il y a des constipations, on va voir, c'est une évidence. D'ailleurs, toute constipation implique l'examen systématique de l'anus à la recherche de cette fissure, qui peut être tout simplement l'origine de la rectoragie. Et là, c'est dans un contexte isolé, il n'y a que la constipation. Et puis, cette proctocolite, c'est spectaculaire. Une fois l'enfant est, bon, s'il est allaité au sein, il faut mettre la maman sous exclusive, je veux dire, c'est la maman qu'il faut mettre sous régime, sans protéines de lait de vache. Si l'enfant est sous une formule, à ce moment-là, il faut proposer un lait, un hydrolysat poussé. Et c'est la résolution rapide en 3 jours, 72 heures au maximum, et on voit le résultat, c'est spectaculaire. Il n'y a pas loin, c'est la consultation de cet après-midi. Il y a une maman qui vient avec son bébé, il a 4 mois, et il a fait des hématémèses. Et après des rectoragies. Aujourd'hui, il me dit qu'il a fait aussi la rectoragie. Et moi, j'ai été amené à lui faire une fibroscopie. Parce que je trouvais une gastrite congestive. Et je dis qu'à ce stade-là, vu l'âge de l'enfant, ça peut être une allergie aux protéines de lait. Ça peut être haut situé ou pas situé. Alors, il est revenu avec le compte rendu au médecin qui l'a envoyé et il l'a mis à, puisqu'il est allaité au sein exclusivement, il a mis la maman, non, un autre médecin, il a dit il faut, malgré l'allaitement maternel, il faut le mettre sous un hydrolysat. Et puis l'autre, il a mis la maman sous. Et je lui pose la question, il est revenu me voir, est-ce que bon, le bébé est toujours là? Ils m'ont prescrit le régime, est-ce que c'est un vrai régime? Quel régime s'agit-il? Un vrai régime. Il y a le mari à côté, donc il y a, le régime n'était pas strict par moment. Et la maman m'a catch parce qu'il est inconsciente. Et quand tu la vois, c'est une femme jeune, mais à la fin il me dit donc il n'a pas bien assimilé qu'il faut le lait et les produits laitiers pour elle déjà. N'en parlons pas de l'enfant. L'enfant c'est strictement interdit. Donc il y a encore et ça demande un peu de la patience, de l'interrogatoire. Il faut refaire l'interrogatoire et essayer. Anne, il est sorti. C'est cet après-midi, il est sorti convaincu en disant ça y est, cette fois-ci. Je sais que l'origine, c'est pas quelque chose de facile. On va dire arrête, et ça va se résoudre. Avant de penser à quoi que ce soit, parce que c'est le diagnostic le plus plausible. Qu'est-ce que ça peut être? Et en plus, pour vous donner la preuve que c'est une allergie aux protéines de lait de vache, le médecin qui l'a vu, il l'a mis sous IPP en même temps. Et il n'y a pas d'amélioration. Donc c'est l'origine qui n'était pas bien suivie. Voilà, c'est juste, c'est un exemple de cet après-midi. Oui. On peut la considérer comme une forme d'allergie aux protéines de lait de vache pour le bas âge. C'est la c'est une forme non hygiénétique. Voilà, c'est une forme d'allergie aux Vous protéines de n'allez lait de vache. pas trouver les IgE spécifiques positifs. Si vous les demandez, ça ne va pas être positif. Dans l'allergie aux protéines de lait de vache, le gold standard diagnostique, c'est le test de provocation. C'est-à-dire, on met le bébé sur régime, spectaculaire, bonne évolution. Mais au bout d'un mois, on fait ce qu'on appelle le test de provocation. C'est-à-dire, si la maman qui était régime, on va réintroduire chez la maman. Seulement, le test de provocation réclame être fait dans un milieu hospitalier, clinique, surveillance médicale.
C'est après, le régime, c'est la maman. Il est strict, 100%. Voilà. Strict. Ça. Même ce qu'on appelle les allergènes masqués. En matière d'allergie alimentaire, parfois c'est l'évidence, chocolat, mais à l'intérieur du lait, ce qu'on appelle les allergènes masqués. Pour elle, c'est le chocolat, mais à l'intérieur du lait. Donc il y a toujours ça. Il faut expliquer, il faut insister et il faut aussi mettre en exergue la gravité de la chose. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai utilisé un langage. إلا بغيتي هاد البنيه تكبر مزيان وما يكونش عندها مشاكل في النيوتريسيون اكسيتيرا راه خصك تضحي وديري هي محتاجه الحليب ديالك باش تكبر وداك الشيء سورتو باقا ني با انكور ديفيرسيفيي et d'ailleurs je lui conseille d'être diversifié parce que ça risque de et voilà j'ai insisté utiliser un langage où voilà, des parents qui vont assimiler. Alors je réponds à votre question. La réintroduction vers 12 mois, il est préférable, si vous avez entamé un régime, que ce soit chez le bébé ou bien chez l'enfant, de prévoir la réintroduction vers 12 mois. Sauf s'il y a de la pression de la part de la maman, etc., vers 9 mois, si vous voulez. Pardon? Le lait, c'est cher, c'est le coût. Il supporte mal. La réintroduction. Le régime. Le lait, il est déjà infect, cher le. déjà ما عرفتش واش نختو ولا الريحه ديالو مزفره بعدا ديجا دونك l'hydrolysa tout ce qui modifie la nature c'est يولي ماشي هو هذاك شديتي les protéines du lait et vous les avez hydrolysées donc vous avez modifié le goût de l'aliment donc vraiment c'est des laits difficiles à assimiler. Alors, la réintroduction est progressive ou totale? La réintroduction, c'est comme le test de provocation. Le test de provocation, c'est un test de diagnostic au bout d'un mois après avoir mis le régime. C'est le gold standard. Parce qu'il n'y a pas de traces biologiques. Donc, on met un mois, bonne évolution, on réintroduit au bout d'un mois. Si les signes réapparaissent, à ce moment-là, il faut reconduire le régime et attendre l'âge de la tolérance. Sinon, ce n'est pas une allergie protéine. Ça veut dire que le diagnostic n'était pas bon au départ. Et ne peut pas acquérir la tolérance en un mois. Oui. La réintroduction progressive, je peux. Le test de provocation, la réintroduction se fait aussi sous surveillance. Il y a des confrères qui ne font pas ça, mais il y a un risque. Il y a un risque, ça a été décrit dans certains travaux, c'est-à-dire que même s'il s'agit d'une non-hygénidie, il peut être par la suite, à l'occasion de la réintroduction, être explosif. C'est pour ça qu'il faut que ça soit sous surveillance médicalisée. Et progressive, il y a plusieurs protocoles. Moi, je préconise le protocole où on utilise une goutte sur la commission labiale. S'il est toléré, à ce moment-là, on fait des deux côtés. S'il est bien toléré, on peut passer à 1 millilitre et puis progressivement jusqu'à arriver à 250 millilitres. Et on peut continuer en ambulatoire, c'est-à-dire chez lui. Et le prick test? Hein? Le prick test, parce que c'est la non-hygénidie. Donc, si on fait le prick test, ici, si vous voulez vraiment diagnostiquer la médiation cellulaire, les patch tests. Ça, je suis d'accord avec vous. Les patch tests, ça se fait dans le dos et la lecture se fait au bout de 72 heures et on le fait avec des bandelettes, des pansements adhésifs comme ça et on attend 72 heures. Et quand on enlève le pansement, on trouve des traces congestives, etc. Ça se fait en labo aussi, ça se fait en labo ou en cabinet. Là, avant, si vous voulez faire vraiment, c'est l'allergie alimentaire chez le grand ou l'adulte. Parce que là, c'est. Mais l'allergie aux protéines de l'élevage, c'est évident. C'est le seul aliment d'ailleurs. On parle d'un nourrisson de moins de 1 an, encore de moins de 4 mois avant la diversification. Qu'est-ce que ça peut être? Donc, c'est pour ça que tout le monde s'accorde que le test de provocation, c'est le gold standard. Supprimer, réintroduire. Réapparition des signes,
Le diagnostic est déjà là. Et il faut attendre l'âge de la tolérance pour être. Si vous avez un doute, vous pouvez demander les patch tests. Et deuxième entité non hygiénique de l'allergie aux protéines de vache, c'est l'entérocolite allergique, le SAIPA. Le SAIPA, il y a des SAIPA pour toutes les protéines alimentaires. SAIPA. Et SAIPA, ça peut être aigu comme ça peut être chronique. Ici, c'est l'allergie aux protéines de vache, il est aigu. C'est le syndrome d'entérocolite induite par une protéine animale, SAIPA. Et ce SAIPA, heureusement, n'est pas très fréquente, hein, et il peut engendrer un tableau aigu. Hein. Il y a médiation cellulaire, paradoxalement, parce que les médiations cellulaires, c'est lent, comme la proctocolite. Mais là, c'est un tableau et un début brutal. Hein. Ça peut arriver même 1 à 3 heures après. On le voit chez nous, on est juste après l'intuition de la femme. L'âge d'apparition de l'allergie, il varie. Ça, c'est le mystère. Personne ne peut répondre au bout de combien de temps. Ça, c'est des moyennes. Au bout de combien de temps il va y avoir l'apparition des signes d'allergie. Il y a des gens qui naissent sans problème, ils mangent un produit un jour, ils font l'allergie. C'est le système immunitaire, c'est l'intestin, c'est la perméabilité, etc. Mais ça, c'est le début, c'est-à-dire brutal après l'ingestion, mais ça peut être que l'ingestion avant n'avait pas posé de problème, c'était juste la sensibilisation. Mais un tableau qui est quand même alarmant, il y a des vomissements, pâleur, hypotonie, et souvent s'il atterrisse au niveau des urgences, il y a l'interne ou le jeune résident, il peut la considérer comme une infection et septicémie à point de départ digestif. Surtout, il s'accompagne parfois d'instabilité thermique, de choc, etc. Et le problème, s'il continue à lui donner du lait, il aggrave le patient. C'est pour ça que des patients comme ça, il faut arrêter l'alimentation et attendre, et qu'on faut surtout bien régler ressemblantes avec choc, etc., etc. Ils disent que c'est un septicémie à point de départ digestif. Je me rappelle, c'était classique. Septicémie à point de départ digestif. Et il continue à lui donner du lait, le bébé s'aggrave, etc. Donc, diagnostic différentiel avec la septicémie, il faut se méfier. Donc, il n'y a pas de mal d'arrêter le lait dans un tableau aussi bruyant et grave et voir s'il y a une amélioration. Il s'agit de l'entérocolite de SAIPA. Troisième aspect, je ne vais pas en parler parce que ça ne donne pas l'allergie. Non hygiénique, c'est l'entéropathie allergique. C'est un tableau similaire à celui réalisé par la maladie cœliaque. Diarrhée chronique, ballonnement, etc. La seule différence, c'est que les anticorps de transmutation ne sont pas positifs. Donc si vous avez une diarrhée avec ballonnement, stagnation pondérale, retardation pondérale, etc., et vous trouvez des anticorps antitransglutaminase négatives, ne vous étonnez pas, ça peut être une allergie aux protéines de lait. Dans sa forme non hygiénique, type entéropathie, pas celle-là, c'est l'entéropathie. Parce qu'il ne s'accompagne pas de rectorragie. Parce que notre thématique c'est la rectorragie, j'ai parlé des deux entités, PAEPA et SAIPA. C'est drôle, hein, ces appellations comme ça. Alors, je me suis attardé à l'allergie parce qu'elle est fréquente. Et si on ne fait pas de diagnostic, ça peut être grave. C'est pour ça que je me suis un peu attardé. Voilà donc séparément la hygiénédie et la non-hygiénédie. On vient de voir la réponse à ces rachats là. Patch test. Ici, c'est les IgE spécifiques et les prick tests. Et au centre, il y a le test de provocation qui est le gold standard diagnostique. Bien entendu. Comment confirmer l'entéropathie qui est similaire à la maladie sur le plan biologique? C'est par élimination, il n'y a pas de biologie spécifique parce que c'est non hygiénique, donc on n'avait pas trouvé les IgE spécifiques. Donc c'est par élimination. C'est pas une maladie cœliaque. Les patch tests. C'est facile, dans l'allergie aux protéines de laitage, c'est facile de faire l'élimination du lait. Arrêter le lait, faire un régime et voir des tests de provocation. Donc c'est Cassure pondérale, ballonnement. cassure, ballonnement, stagnation pondérale, tout ce que tu veux. Et parfois même, vous allez trouver l'atrophie vélositaire.
Mais voilà, Et les patch tests dans ce cas aussi, les patch tests dans ce cas positif. positif. Voilà. Ça se fait au labo, dans tes cabinets, ça se fait où les patch tests? Les gens ne le pratiquent pas. Oui, mais c'est pas de pratique courante. C'est pas très courant, mais certainement on va trouver des labos qui le font, ou bien les allergologues. Les allergologues, ils sont outillés, ils ont les prick tests, ils ont les patch tests, etc. Ils le font. Un allergologue qui m'envoie des patients, il a recours souvent au patch test quand il suspecte la non-hygiénétique. S'il vous plaît, Oui. alors, je reviens à faire. Parfois, on dit que même les anticorps, quand ils sont négatifs, ça n'élimine pas la maladie cœliaque. Donc là, on a face à deux Les situations. Les anticorps, anticorps, quand ils sont parfois ils sont négatifs, mais on n'élimine pas. C'est pas un argument solide pour éliminer la maladie cœliaque. pourquoi ils n'éliminent pas? Il ne faut pas compléter par une fibroscopie pour être plus sûr. Là, non, il a dit la question. Pourquoi ça négatif? Il y a des cas difficiles pour nous, que la personne immunologique avec les dosages des IgA sont négatifs. Voilà, dosage des IgA. Il n'y a qu'un dosage des IgA qui est vraiment Donc bas. vraiment, Il y a un il faut aller déficit en plus IgA loin à pour 2% de la éliminer. population. C'est normal qu'il ne va pas exprimer des anticorps anti-transférés. Donc, face à cette situation, est-ce que juste avec ça, on peut éliminer le Regardez le dosage des IgA, regardez le dosage des anticorps anti-transglutamineuse IgG. Au IgG, ce n'est pas spécifique. Voilà, On peut le trouver élevé, donc c'est parfois paradoxal. Voilà. C'est-à-dire, s'il y a un déficit en IgA et vous avez des IgG élevés, c'est une maladie cœliaque, il faut compléter par la biopsie et vous êtes dans la maladie cœliaque. Mais par contre, si les IgA sont négatifs avec un taux d'IgA normal et des IgG élevés, à ce moment-là, non, c'est pas spécifique. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je demande justement pour de l'allergie qui est similaire, le tableau similaire, c'est un laps. Pour nous, Mais dans tous les cas, tu as le gold standard diagnostic, c'est le test de provocation. Tu élimines l'agent. Tu as suspecté le lait, j'élimine le lait. Pendant un mois, c'est pas la fin du monde. Et si tu vois l'amélioration, c'est spectaculaire. L'amélioration est spectaculaire. Spectaculaire. Des fois aussi, on trouve le tableau un petit retard, mais sans diarrhée, sans symptômes. On trouve juste le petit retard de croissance. Et on fait le bilan de malabsorption maladie cœliaque, on a le petit retard, oui. On a tendance toujours à oublier, parce que le retard satural, c'est 15% des enfants de moins de 5 ans. Et il est dû à la dénutrition chronique. Vous voyez la carte, c'est Oui, les enfants de 5 ans, ils sont nés au plat familial, mais pas les web. Aucun ça. Non, mais c'est ça. عرفتي الطبسي هكا هو صغير كلشي ما كيبقى ليه والو مسكين. Et puis on l'oublie. Tant que كيجري وكيخرج الزنقه وداك الشيء مي راه جو فو با دي كارتيي فهمتي لا وبا les gens qui ont les moyens راه كتبقى كيقول لها ياكل يحطوا وكي mais je parle des enfants qui n'ont pas les moyens. C'est la dénutrition chronique. Il faut se méfier avant de penser la عايشين بلي سوسات ولي بونبون عايشين بزاف لا عايشين لا باش يشريها لا بدا هذاك الشيء بدا هما كاين دي جون كي ont les moyens qui ont les moyens بي لي زونفون عاطيين لي بسكوي لي سوسات وداك الشيء هذا غرينيوت كما قلت. Il y a beaucoup d'anomalies. Je pense que chacun de nous il doit consacrer quelques minutes pour faire l'enquête nutritionnelle et vous allez être surpris. Il y a beaucoup d'enfants qui ne reçoivent pas ce qu'il faut. Alors on passe. Test de provocation. Une goutte sur la lèvre, on en a déjà parlé. La prise en charge. Le test de provocation se fait à l'hôpital parce qu'il y a L'hôpital, clinique. bien sûr. Ah oui, Dans une structure médicalisée. Parce qu'il peut faire une. Vous allez dans un cabinet, voilà, il y a toujours le risque. Il y a le Si risque. vous voulez courir le risque. Alors, en tout cas, je les hospitalise 24 heures. Que ça soit dans le temps, je dirais que je passe à l'hôpital 24 heures, la clinique, la même chose. Je suis hospitalisé avec sa maman, on fait la réintroduction doucement. S'il la tolère, je le fais sortir et revient quand ça va pas. Et au moins, donc les 24 premières heures, ben là, si ça se passe très bien, déjà, bien. Alors, la prise en charge, c'est le régime d'exclusion. On
on en parlait depuis tout à l'heure, c'est l'éviction totale, difficile. Il y a des allergènes masqués, on en a parlé, les gâteaux, casés, etc. Et l'hydrolyse a poussé des protéines avec tous les problèmes. Rupture, le goût catastrophique. À un certain moment, on n'avait que les hydrolysants au Maroc du lactocérone. On n'avait pas les hydrolysés de caséine. Quand ça ne marche pas avec le lactocérone, on tente l'hydrolysé au caséine et il n'y avait pas au Maroc. Et on fait venir ça de l'Espagne, la France, prégestine et tradigène. D'abord, aujourd'hui, on a une formule hydrolysée à caséine. Donc, maintenant, on a le choix. Et quand ça ne marche pas avec ça, on cherche des hydrolysats extensifs de protéines de riz. Le lait de soja, il y a une petite réserve parce que 30% il y a une allergie croisée. Et donc, qu'est-ce qui reste? Parfois, si ça ne marche pas, il y a des préparations acides aminés. Le plus connu, lesquels le New-Kate. Il est à usage hospitalier. Quand ça ne marche vraiment pas. Il y a un collègue pédiatre dont l'enfant était allergique aux protéines de vache. Il est arrivé au New-Kate. Incroyable. Il a tenté lactocérone, il a tenté caséine, il est arrivé jusqu'à base d'acide aminé, des préparations à base d'acide aminé. La prévention, je dis l'allaitement maternel, mais avec réserve. Parce que vous avez vu que, par exemple, la proctocolite, c'est l'apanage des enfants à l'équipe. Donc, heureusement que l'allergie véhiculée par le lait maternel n'est pas aussi fréquente que la formule. Si on est sous une formule lactodiététique, l'allergie est beaucoup plus fréquente que le lait maternel. Mais ça n'empêche, on peut être sensibilisé via le lait maternel. S'il vous plaît, et exemple, le lait de chèvre? Oui. Le lait de chèvre? Le lait de chèvre, oui, on peut l'utiliser. Là aussi, il y a quand même, c'est rapporté l'allergie croisée, mais c'est à tenter aussi. C'est des tentatives ou des tâtonnements, donc on peut toujours. Alors, l'évolution, j'ai parlé tout à l'heure de l'installation de la tolérance. Globalement, c'est l'âge de 1 an, mais ça peut être choix. Même 6 mois, certaines mères, ils ont fait ça de façon intempestive et ça marchait. Le lait de chèvre. Faut le chauffer. Hein? Faut le chauffer. On parle du lait de chèvre naturel ou le lait de chèvre en préparation? Chez le lait de chèvre, la brute, un jeune nourrisson. Le lait entier, un jeune nourrisson. Parce que c'est des molécules, de grosses molécules, et ça risque de sensibiliser. Les familles humides dans les laits. Hein? Les familles humides dans les laits. C'est des essais comme ça. Pour les bébés. La loi de Newton, ça marche ou ça marche pas. Et sur le plan nutritionnel, ça reste toujours. Par contre, il y a des préparations à base de lait de chèvre. Peut-être qu'ils ne sont pas au Maroc, je l'ai vu dans des congrès, des stands comme ça, ils parlent de ça. Bon, en espérant une généralisation du lait maternel, et puis si jamais il y a une allergie protéine de la vache, c'est de la maman qu'il s'agit, il faut la mettre sur régime, et c'est tout. C'est le meilleur traitement. C'est la prévention, et la maman, c'est pas grave. Si la maman partage les produits laitiers, bon, c'est vrai qu'il y a des jeunes aujourd'hui, les mamans, le chocolat, le chocolat. Avec son mari, il voulait pas. Après, quand j'ai insisté, il y a donc علاش غادي نبقى ندير الريجيم. Donc par elle-même, il prend la décision grave, une décision grave. Décider ça nous renvoie les médias ou l'intelligence artificielle. Les KGIC déjà, l'intelligence artificielle, les Américains ils ont parlé même de modification de l'attitude comportementale des médecins. Les médecins doivent s'adapter à cette nouvelle entité. KGIC, qui KGIC ما كيهضرش معاك هو عنده déjà les données وكيخليك يشوفك. Et puis les Américains ils ont fait l'étude.
La conclusion de l'étude, c'est que les parents, j'ai dépassé le temps. On a commencé à quelle heure? On parle là, gamin. Avec l'étude, la conclusion, bon, les patients, c'est pas les patients, c'est les parents, ou les patients en général, et on fait aussi bien confiance aux médecins qu'à l'intelligence artificielle, mais quand il y a une discordance, on fait beaucoup plus confiance à l'intelligence artificielle. Donc finalement, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, et le médecin doit s'adapter. Il dit oui, je n'ai pas etc. Mais il y a ça et ça et ça et ça. Donc il faut, mais non, là, avec Shima, etc. Donc l'intelligence artificielle est en train d'évoluer. ChatGPT, le dire ChatGPT, d'abord 5, il est beaucoup plus précis. Dernièrement, Rumato, la ville ديالنا اللي جا مرض قال لي راه جي هاد لي دوني جا من الاخر وراه سول شات جي بي تي 4 قال لي اس بي ار سسبيسيون افيكتيفمون سي اون اس بي ار فاش داروا دياغنوستيك جا المرض قال لي شنو كاين قال لي راه قال لي قلت ليه هذيك لي سامبتوم قال لي سسبيسيون دي اس بي ار فوار روماتو حنا سنو ولا بس اللي لا بس اللي واحد القضيه سميتها البرومبت. Le prompt هو le texte que vous allez mettre à l'IA pour demander aide. Et le prompt, il y a même des ingénieurs spécialisés في البرومبت. كيفاش تحط هذاك الشيء. Donc là غادي تحطها. إلا قلتي ليه je suis parent d'un enfant etc. غيمشي معاك باللونغاج ديال قلتي ليه je suis médecin. Et je suis devant une situation de rectorragie. Dites-moi s'il vous plaît quelles sont les étiologies susceptibles d'être, sachant que le nourrisson, etc. Complet. كيمشي معك. Il nous répond à nous pas. أنا درت واحد l'atelier sur l'intelligence artificielle avec même des cas cliniques où les médecins درت في أكادير ودرت في كازا. Et on a fait le test sur place. On a cherché, etc. Voilà, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Il a joué, vous jouez deux fois le rôle du patient, de la maman et le rôle du médecin. Et est-ce que vous pouvez m'aider, quel médecin, etc. عطاه واحد 4 ou 5 pédiatres منها سميتها هي. Oui, il a كيفاش عرفها في أكادير ولا هي اللي قالت لها أكادير جو سي با. Regardez-moi هاد البيك داتا فين وصلت. وي. خويا هادشي راه ما غيبقاش ايطونون، راه تا الانترنت والواتساب كنا ايطوني ولكن ولا دابا لو كوتيديان لانتيليجونس ارتيفيسيال تولي لو كوتيديان. C'est Akar, si vous permettez, on a sponsorisé la Profond au niveau de la fondation Cheikh Khalifa le séminaire avec un jeune marocain, ingénieur marocain, ولد دكتور بناني ماش كتعرفوه l'ophtalmo de Casa, qui est aux États-Unis عنده une start-up qui travaille sur des logiciels comme ça. Pour les médecins, les internes, chez Khalifa, qui jouent, ils présentent un cas, qui est le scanner, qui est un bilan biologique, et ils donnent le diagnostic et ils donnent même le traitement. لا شوف هي دابا حنا هضرنا على شات جي بي تي مي سي ستارت اب امريكان جا كيبريزونتها في المغرب باش يبيع هادشي بليزيور دابا كاين شات جي بي تي ولكن راه كاين بليزيور اوتر كي سون سبيسياليزي بحال دابا كاين دي سبيسياليتي انكرويابل لا راديو لا ديرماتو l'anapath, l'endoscopie, sur l'endoscopie, كيقول لك انت tu n'as pas vu وكيقول لك attention cette zone راه كاينه وكيعطيك même les couleurs لان هاد لا زون راه فيها شي حاجه suspecte mais à condition d'avoir un endoscope اللي فيه logiciel etc ديال l'IA داكشي غادي vertigineux incroyable. Mais ça ne remplacera pas le truc. Hein? Ça ne remplacera pas pour lui, mais ça reste Ça va l'aider. Oui, quelque part, mais il est là pour aider. Je dis au début, il faut le prendre dans ce sens. L'intelligence artificielle était question il y a des années et des années. Et au début, il y avait deux courants. Le premier courant, il voulait effectivement que ça aide. Le deuxième courant, il voulait que l'IA
soit remplace le cerveau humain. Des neurones. Voilà, c'est mathématique, c'est les big data, c'est les algorithmes, etc. Et le courant qui voulait remplacer l'humain, ils l'ont freiné, il ne s'est pas développé. Je dis, بحال génétique, فاش قالوا dupliquer ولا شي حاجه بحال هكا ils l'ont freiné. Mais بقينا بالاخر كيقولوا لا faible ou forte, l'intelligence faible ou forte. دابا خدامين واش دايره. Elon Musk Elon Musk, donc les études scientifiques donc ils vont complètement changer donc. يلا قالها. ما عرفتش واش غنحطوا من هاد لا ريفوليسيون scientifique, je sais pas. C'est très rapide. C'est rapide, راه كيفاش واش شات جي بي تي 5 راه يلاه اوت 2025 يلاه وحنا غاديين على كل حال 20 minutes لا خص الموديراتور يقول لي راك خرجتي على السطر انا غير نهضر مع الانتيليجنس ارتيفيسيال سي ان سوجي كي Bon, revenons à l'allergie aux protéines de vache. Donc, la tolérance s'installe, mais elle dépend de beaucoup de... Bon, la majorité, la tolérance s'installe vers l'âge de 1 an, mais ça peut tarder vers l'âge de 1 an et demi, ça peut aller jusqu'à 5 ans, etc., etc. Il y a même des enfants qui restent allergiques aux protéines de vache, même à un âge tardif. Et ça nous renvoie sur la qualité des épitopes, etc. La caséine, elle tarde à venir, la tolérance. C'est pas comme lactocéron. Je passe. La carrière de l'atopie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on commence aujourd'hui par une allergie aux protéines de vache, mais on peut dans la foulée, c'est ce qu'on appelle la carrière, c'est une carrière entre guillemets, la rhinite allergique, l'asthme, etc. Atopique, et ainsi de suite. Alors revenons, c'était toujours on est dans le nourrisson, hein. C'est pas encore 20 minutes, je ne sais pas comment je vais le faire. Il y a aussi les colites transitoires, il y a les angiodysplasies viscérales qui peuvent donner des rectorragies, et il y a les liquides précoces. Je voulais partager avec vous les liquides précoces, parce qu'à certains moments, quand on dit c'est un nourrisson qui est un liquide, on n'arrive pas à la croire. C'est beaucoup plus l'adolescent, le grand enfant, l'adolescent. Mais avant le liquide, l'allergie aux protéines et le diverticule de Meckel. Comment le diverticule de Meckel? Le diverticule de Meckel, c'est un reliquat du canal vitellin. Il peut être asymptomatique. Parfois, il est découvert systématique chez l'adulte qui vient opérer pour quelque chose, on trouve bien sûr asymptomatique. Mais chez l'enfant, il peut y avoir des complications, même chez l'adulte. Des complications comme une occlusion par invagination. Il peut y avoir une diverticulite, c'est-à-dire une inflammation du diverticule de Meckel. Il peut y avoir des douleurs abdominales récurrentes. Mais qu'il a des douleurs abdominales récurrentes, quand on fait un bilan, on ne trouve rien et on est tenté de dire que c'est fonctionnel. Colon irritable, c'est vrai que c'est fréquent. Est-ce qu'on a répondu? Et le diverticule de Meckel. Et malheureusement, le diverticule de Meckel, ce n'est pas aussi simple à diagnostiquer. L'échographie, il faut vraiment quelqu'un d'extraordinaire pour pouvoir le faire. Et TDM, etc. Donc, si vous avez la chance, vous pouvez tomber. Sinon, scintigraphie. Douleur abdominale et rectorragie, puisqu'on parle de rectorragie aux ovaires, si l'enfant de moins de 5 ans. Pourquoi la rectorragie? Tout simplement parce que le tissu à l'intérieur du verticule, c'est un tissu gastrique. Et donc, il y a une sécrétion d'acidité, ça irrite et ça fait saigner. C'est pour ça qu'il y a ça. On peut même avoir une perforation. Il est localisé souvent dans le tiers distal du grêle. Et si on a la chance, on peut les mettre en évidence sur une TDM, par exemple. Alors, revenons à ces maladies inflammatoires chroniques précoces. C'est une différence significative avec les formes tardives, du grand enfant et de l'adolescent. Ce sont des formes cliniques sévères. Sévères avec une diminution de la réponse au traitement conventionnel. C'est souvent, il y a un échec du traitement et on fait appel à la biothérapie, etc. Donc c'est vraiment des cas graves
mais il y a un trouble monogénique sous-jacent. Je vais vous en parler rapidement. Plus de 50 gènes impliqués, et l'aspect endoscopique, histologique, etc., il est similaire aux autres formes de lupus. Mais il y a l'âge précoce et la sévérité. Et bien sûr, si on a la chance d'avoir une étude génétique, on peut en faire le diagnostic. Mais une série qui est pas mal au service de ces formes précoces. C'est un biais de recrutement. Et il a fait même le sujet, le doctorat de Barrière, que tu connais. Ah, oui, Voilà. Dalal. Il a fait un doctorat sur les liquides précoces. Alors, ces groupes-là, il y a les groupes inflammatoires chroniques de l'intestin, c'est inférieur à 17 ans. Là, les pédiatres sont concernés par tout ce qui est inférieur à 17 ans, mais de 10 ans à 17 ans. C'est le préadolescent et l'adolescent. Les liquides classiques. Mais on parle de précoce chaque fois que c'est inférieur à 10 ans. Un enfant de 7 ans, 8 ans qui fait un tableau de liquide, c'est précoce. Et très précoce quand c'est inférieur à 6 ans. Et infantile, c'est inférieur à 2 ans. On peut même avoir néonatal les 28 premiers jours. Donc, c'est trouble génétique qui débouche sur un déficit immunitaire et qui peut donner ce genre. Parce que c'est lié quand même. L'intestin, c'est l'organe immunitaire par excellence. 70% des cellules immunitaires séjournent au niveau de l'intestin. Donc, s'il y a une anomalie, une dysimmunité, eh bien, la porte est ouverte pour ce genre de maladie. Souvent derrière, il y a un. S'il vous plaît. Voilà, les études. S'il vous plaît, est-ce que le fait d'avoir un parent suivi pour colique inflammatoire, ça prédispose l'enfant? Pas forcément. Sauf c'est là sur le problème. Il y a des parents, des fois, qui posent cette question. Ils posent cette question, mais qui ne sont pas automatiques. La question est bien qu'ils posent la même question, mais l'enfant il est bien. S'il est bien, il faut le laisser tromper. Sauf si la mutation génétique qui était à l'origine du liquide, c'est la mode 2-4-15. Si jamais qu'il y a un des parents a été transmis à un enfant, la mutation node 2-4-15, il entraîne un trouble de la sécrétion du mucus. Le mucus qui protège la muqueuse intestinale des alliés du microbiote. Et donc, s'il n'est pas protégé, il y a un envahissement de la muqueuse, et voilà, salut les problèmes. Tu es en contact avec le système immunitaire, il y a une dysrégulation du système. Donc, les étiologies, je passe rapidement à la phagocytose, lymphocytes, etc. Bon, l'interleukine 10, etc. Je ne peux pas m'attarder. Alors, je passe à la rectorragie de l'enfant, du grand enfant. C'est pas aussi riche comme le jeune nourrisson. On retrouve la diarrhée infectieuse. Je ne vais pas en parler parce qu'on en a déjà parlé. C'est la même attitude. Et il y a cette entité-là. C'est un cas clinique à Adil. Il a 2 ans et demi. Il a consulté pour un syndrome fébrile. Tout est pharyngite. Il a vu un médecin, il lui a prescrit l'amoxicilline acide clavulanique et un antipyrétique. Et puis, 3 jours après, il a fait une rectorragie. Et il a consulté dans une structure à Casa, au LU. Il a été vu par un gastro-adulte. Et devant cette rectorragie et les parents alarmés, il a fait une colo recto, je ne sais pas, mais il a trouvé un aspect de rectocolite hémorragique. Et il l'a mis sous corticoïde et pentase. Mais l'enfant, il n'a pas répondu. Il a continué à faire de la rectorragie. Donc, moi je l'ai vu, hein, j'ai vu déjà avec les corticoïdes, etc. J'ai reconstitué l'histoire. Il y avait une prescription d'acide clavulanique. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas une diarrhée associée aux antibiotiques? Et d'ailleurs, l'acide clavulanique, c'est un large spectre. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai arrêté la corticothérapie, j'ai arrêté le pentasa et je l'ai mis sous probiotiques. Parce que les probiotiques sont une meilleure indication, c'est la diarrhée associée aux antibiotiques. Spectaculaire évolution.
Vous allez me dire, mais oui, l'évolution, il y a un recul très important. J'ai suivi l'enfant, il n'y avait pas de problème. Figurez-vous, s'il est resté pauvre, sous traitement, etc. Les gens, ils ont oublié, c'est un gastro-adulte, mais il a oublié que la rectocolite hémorragique ou les niqués en général, c'est la récidive. C'est des crises récidivantes. ماشي أي واحد دار rectorragie égale Niki. C'est la récidive, comme vous l'avez dit. Voilà, il fait des poussées, rémission, rebolote, etc. Non, c'est pas l'indication d'une colonoscopie. Là, je ne le fais pas en premier. Je ne le fais pas. Deuxième épisode. C'est la visio d'un pédiatre. Qui est un gastro-adulte ou qui chauffe les parents à la mais il n'a pas l'habitude. Si en pédiatrie, il y a toujours une personne interposée, c'est les parents. Alors, mais alors, pas 12 la recto. Un raisonnement pour l'adulte. C'est une grande structure. Il a trouvé des lésions sur. Pas toucher un enfant. Ah, vous voulez faire ça, vous allez demander ça. 2 ans, 9 ans. 2 ans et demi. Est-ce qu'il faudra le toucher? Je connais un ordre. Normalement, au point de vue éthique, et s'il y a un ordre, on ne doit pas toucher un enfant. À l'étranger, 2 ans et demi. Est-ce que les récidives étaient concomitantes avec plusieurs cures d'antibiothérapie? Est-ce qu'à chaque fois que c'est le mécanisme il y a la diarrhée associée aux antibiotiques. Dans ce tableau, il n'y a pas de récidive. Dans ce cas-là. Dans ce cas-là, pourquoi il a récidivé? Est-ce qu'à chaque fois qu'il prenait récidivé? Il a fait une rhinopharyngite fébrile. Le médecin pédiatre, il l'a mis sous traitement antibiotique à base d'amoxicilline acide claviculosylique. L'enfant, il a développé 2 ou 3 jours après des rectorragies. Les parents alarmés, la structure. جوش عند الميدسان لان الدم ما كانش عنده مشاو لا ستركتور سي vous plaît مشاو لا structure il y a un gastro-adulte. Je sais qu'il n'y a pas de gastro-adulte شافوا دار la colo la recto et il a trouvé un aspect c'est-à-dire il écrit que ça rappelle une rectocolite hémorragique et il l'a mis sous corticoïde et pentasa. C'est rapide. Mais l'enfant n'a pas bien. Pourquoi? Parce que la cause est toujours là, il est sous antibiotique. ودار un raisonnement comme chez l'adulte. Il a raisonné. L'adulte, c'est alarmant. Déjà, rectorragie chez l'adulte, c'est toujours comme ça. مش l'aspect de colonoscopie diffère selon شوف l'endoscopie elle est subjective. الواحد كيفاش كيشوفها حق قصص قال اما غنقول لكم لاسبي ديال RCH un malade que j'ai vu il n'y a pas loin c'est un mois تقريبا غتشوف لاسبي كيفاش mais il y a de la subjectivité في l'endoscopie بحال لي كو بحال باش نديرو حبسوا l'antibiotique بعدا حبسوا l'augmentin بعدا. Facteur de risque de cette diarrhée associée aux antibiotiques, la longue durée d'antibiothérapie ou antibiothérapie répétée. Association d'antibiotiques. Plus tu associes, plus tu augmentes le risque. Mais la population générale, 20 à 25% de la population font des diarrhées associées aux antibiotiques. Parmi vous, d'abord, heureusement que ce n'est pas toujours le sang, c'est une diarrhée simple. Il est la plus fréquente. Alors, il y a 20 à 30%. Là, quand je prends l'antibiotique, c'est avec le probiotique. 20%. Quand même, ce n'est pas un cinquième de la population. Les antibiotiques à large spectre, acide clavulanique, c'est un très bon produit, hein, je ne dis pas les. Mais malheureusement, chez l'enfant, c'est pas fréquent, c'est pas tous les jours. Hein. Si on voit les prescriptions, c'est pas tous les jours.
كتشوفي يكبر في هذا الوقت وجه لا لا خلاص. Les Vamox. لا راه شي كايناش كتشوفي راه شوف لي فاموكس. كيسمع راسي كرافين عليك وداك الشيء سي ان تري بون برودوي غير هو Blasto. Blasto. augmente هذاك ماشي وي effectivement. ماشي les Vamox. C'est pas le Gomonta, c'est un autre. Chez les Vamox. Alors, les extrêmes âges de la vie, le sujet âgé et le jeune, l'antibiotique à l'excrétion biliaire. L'antibiotique, tu es doublement exposé. D'abord parce qu'on a pris et donc il est en contact avec l'intestin, il est absorbé et il est sécrété au niveau de la bile. La bile, il a atterri au niveau de l'intestin. Donc il y a double action. Le terrain, immunodépression, etc., l'hospitalisation, tout ça sont des facteurs qui encouragent la diarrhée. Heureusement, la situation la plus fréquente, c'est les diarrhées simples. Quelques jours après le début. Mais je veux signaler une chose, c'est que quelques jours après le début du traitement, mais parfois, voire 6 semaines après l'arrêt de l'antibiotique. C'est pour ça l'interrogatoire, vous posez la question, si vous trouvez une diarrhée qui ne fait pas sa preuve, si après, est-ce que vous avez dans les antécédents l'antibiotique, ça l'a pris récemment, s'il a pris dans le mois où voilà, on peut être rapidos parce que c'est pour la chasse, sinon il y a les colites hémorragiques. بحال هذاك الشيء اللي شفنا عند عادل وإلا كاريمون les colites pseudomembraneuses du Clostridium difficile. Vous voyez que c'est comme si c'était une maladie de grande sévère. Il y a vraiment creusé la muqueuse, il est creusé avec des pseudopolypes. Ça c'est des pseudopolypes engendrés par des ulcérations profondes au cours de ces les colites. Même le probiotique ne capte très difficile. D'ailleurs, au Mali qui ont fait l'objet des études sur ce qu'on appelle la transplantation fécale. Et a donné de bons résultats, la transplantation fécale. C'est pratiqué chez nous, c'est vraiment déjà? Chez nous, il y avait des équipes qui ont commencé, mais encore chez l'Occident, en France, etc. Il y a des équipes déjà qui s'adonnent la transplantation fécale. Alors, chez le grand enfant, diarrhée associée aux antibiotiques, la diarrhée infectieuse, on l'a déjà vu. Si l'enfant, un enfant de 5 ans, 6 ans, 4 ans, il se présente, il est tout à fait normal, et se présente pour une rectorragie récidivante. Souvent, après les selles, c'est des selles normales. Je dis, c'est des rectorragies arrosant des selles normales. C'est-à-dire, il fait ses selles, et puis après, il fait quelques gouttes de sang, ou bien le sang il est mêlé avec celle qui est carotte normale. Ça, c'est fausse suspicion de polype. Fausse suspicion de polype. En plus, c'est indolore en plus. Hein? C'est indolore. C'est indolore, et il le fait, et puis le polype, regardez ce polype que j'ai trouvé énorme, avec la base pédiculée, et là vous voyez comme un champignon, et ça c'est la lumière du côlon. Le rectum en général, il y a plusieurs de situations rectales. On rentre avec ce qu'on appelle l'anse diathermique. On ouvre la l'anse diathermique et on fait par un biquillage rentrer et puis on serre. On serre et on met la pédale fait la coagulation coupe. Donc je demande à l'infirmière de serrer au moment où je vais couper et coaguler. Et en général ça se passe très bien. L'envoie à la napate, elle répond polype juvénile bénin. Donc je n'ai jamais revu un enfant dont le polype a été donc c'est bénin comme pathologie. Les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, ce n'est pas le moment. Je vais dire juste un mot, que ce soit le Crohn, diarrhée chronique, diarrhée, constipation, douleur de la fossilaire droite, retard statural. Il peut y avoir des signes extradigestifs, aphthose buccale, on peut avoir une uvite, on peut avoir des arthralgies, surtout anal, fissure. J'ai oublié tout à l'heure, banal, c'est la constipation.
toute rectoragie doit faire rechercher une interrogation et une consultation et doit faire examiner l'anus bien comme il faut la Fissure. et on trouve la fissure qui était à l'origine de ce saignement. Le traitement, c'est le traitement de la constipation, laxative, régime, etc. Et un traitement local à base de pommade, de zinc, etc. Cicatrisante. Voilà. Donc, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, je ne parle pas d'entité précoce dont on a parlé tout à l'heure, c'est le préadolescent, c'est le grand enfant, c'est l'adolescent. Sur le plan paraclinique, le commencer à retard statural, à cette douleur, à fortiori ici, siège au niveau de la fosse iliaque droite, ou au niveau et devant ces signes extradigestifs qui sont très évocateurs, on demande un bilan, notamment une anémie, ou pour Crohn microcytaire, mais particulièrement chez le Crohn, on peut avoir une VGM un peu élevée, CRP élevé, les ASCA. C'est pas pathoglobonique, mais c'est son positif, c'est très suggestif. Les ANCA, c'est dans la RCH, mais les ASCA, c'est dans le. Et puis il y a la calprotectine qui est élevée, il faut toujours l'interpréter avec l'unicide et voir si elle est faite dans de très bonnes conditions, comment acheminer les sels, etc. Ça peut faire l'objet d'un topo. La tomodensement, le scanner, l'IRM à la recherche de cet épaississement pariétal au niveau iliaque ou au niveau du côlon droit. Et tout ça, ça nous mène vers la réalisation d'une coloscopie. On va trouver ces lésions aftoïdes, regardez, ces lésions aftoïdes, mais dans les extrêmes, on peut avoir des ulcérations confluentes. Un aspect qu'on peut voir dans le Crohn, aussi dans la RCH, mais dans le crâne, souvent cet aspect avec des intervalles de muqueuse saine. Mais dans la RCH, c'est plein. Et puis le traitement conventionnel, c'était la corticothérapie immunosuppresseur et salicylés locaux. Mais j'ai remarqué que chez l'enfant, le Crohn il est sévère et il est toujours un échec de la corticothérapie. Et on a recours aujourd'hui à la biothérapie. Et puis, la biothérapie classique, il commence à avoir l'échappement thérapeutique. Et j'ai des enfants aujourd'hui sous Stellara, c'est-à-dire la dernière carte. Et avec Stellara, on a permis à des enfants de. Wahda ou la pilote, déjà, elle a assuré ses études. Le pauvre, il avait des fistules et fissures, il avait une maladie de Crohn comme une rebelle. Tiens, il est de Jdida. Voilà, et il y a des. Voilà, regardez-moi ces lésions aftoïdes, ça c'est une forme sévère. Et le malade dont je vous ai parlé, je ne sais pas que si ça paraît. Il y a même, regardez-moi la fistule, cet enfant, je viens de le voir, je le vois régulièrement. Il vient de Ruida, il a cette fistule incroyable. Malgré le Stellara, il s'améliore, mais la fistule, il donne toujours. Et on était amené à. Il a été opéré pour le drainage. Ils ont mis un procédé pour la continuité de ce drainage. Parce que c'est énorme, une poche incroyable. Les chiffres de l'aspect flou, les sabliers de sinus pilotales au début. Mais vu l'association avec des signes évocateurs de Crohn, l'aspect dont je vous ai parlé, voilà, ça c'est une RCH distale, hein. C'est une fille qui a fait, la pauvre, il fait des rectoragies qui sont alarmantes, et il a reçu la corticothérapie, Platava, oui. Et je viens de la revoir, j'ai refait la colonne. Il est distal, c'est vraiment juste après l'anus, et puis après la muqueuse elle est tout à fait normale. Et regardez, il n'y a pas d'intervention que celle, la vascularisation n'est pas visible. Ça veut dire que c'est une muqueuse qui est complètement détruite, défigurée. Il faut faire attention à la pâte parce qu'il y a des stigmates en faveur de la RCH, il faut les exiger. Et des interprétations, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que on parle peut-être
je ne sais pas si on est encore colite juvénile, fissures sur constipation, liquide, colite, etc. Alors, il y a ça c'est bien, ça. Un cas clinique, la petite, il a 7 ans, sans antécédent pathologique particulier. Un cas clinique où ça fait ça. Et que moi, vous voulez rentrer, c'est ça, c'est pas. Non, c'est bon. Allez, on fonce. Bien sûr. Puis moi, l'idée C'est clinique. ماشي مشكل. قالوا كلينيك. 7 ans, sans passer par pathologie particulier. Il vient pour des douleurs abdominales diffuses chroniques associées à une diarrhée, 4 selles par jour, évoluant depuis l'âge de 4 ans. Et il est devenu récemment glérosombre. Son diagnostic. فيقوم شويه هادشي اللي قلنا شنو On va penser à tout au début et on va commencer à éliminer. Ça évolue depuis l'âge de 4 ans, c'est chronique. C'est chronique. Il y a un retentissement sur la C'est croissance. glérosombrant, c'est colique. Non, sans antécédent. Pas d'antécédent. Croissance, t'as sur Il y a un pondéral. Pas retentissement sur la d'antécédent. croissance, non? Pas d'antécédent. Non. Normal. Normal. Croissance, t'as sur pondéral, normal. شنو diagnostic هذه قلت موليت انفلاماتوار أول حاجة. شنو سير C'est une maladie cœliaque avec L'allergie, on peut penser à l'allergie. glérosombrant c'est Un diverticule. donc غير Diverticule. L'allergie. Maxi chronique, منين؟ l'articulon زعما لا سي لا بوش L'allergie. ما كاين tu veux dire Le liquide. Il y a des parasitoses intestinales à répétition. parasitose intestinale mais ça doit être 4 ans. un terrain d'immunodépression. Oui. L'allergie, L'allergie aux protéines de lait, bien sûr. L'allergie, oui, pourquoi pas. On va penser à l'allergie. 7 ans, 4 ans. Ah oui. C'est Pas quoi d'âge. Qu'est-ce qu'on sent? Tant que qu'est-ce qu'on sent? Ou l'autre aliment, c'est pas forcément le lait. Maladie inflammatoire chronique de l'intestin, comme on dit, c'est Ouais. le machin en premier. Allergie alimentaire, oui ou non? Oui. Colite infectieuse, 4 ans. 4 pas ans. de- La Chronique, non. maladie cœliaque, Non. Il y a le sang. colite eosinophile, Je pense oui. Possible. possible. Je vous les résultats. Réponse APE. et ياتك. vous avez bien. Pucelle. Ah, QC. Mazéol. La loi de tout ou rien. Il n'y a pas de terrain d'auto-immunité chez cet enfant. Pas d'aphthose buccale, de terrain d'atopie, rhinite allergique, pas d'arthralgie, arthrite, pas de signe cutané, notamment l'érythème noueux ou pyoderma. La marge anale est normale. Mais c'est un complément d'interrogatoire avec L'allergie. presque. L'allergie alimentaire. C'est pas Mickey. Non. La rhinite. Pénicilline associée. Y a pas- Le chat, il persiste. Allergie Mickey. باقي ميك ميكي بقى الميكي. Je vois les amis, je connais en course. Mickey ou Chanel. L'allergie. Allergie, Mickey. Eosinophile. Donc les mêmes réponses, pas qu'elle radine. غادي باقي بلاصه Les examens complémentaires. Eosinophile. Ah oui. Pareil. CRP normal, VS. La calprotectine 710. Quelle protection? La ferritine à 13 ou les ASCA et les ANCA négatifs. حيد لي ميك Protective. Voilà. Super. عندنا les éosinophiles pareil, ou calprotectine في الكال pareil. Les ASCA, les encas négatifs. Les ASCA, les encas négatifs. Voilà, Césaire, il a répondu. قال لك calprotectine élevée mais pas spécifique. Exactement. Oui, c'est tout ce qui est ASCA, encas négatifs. Les calprotectine élevée. Ah, tout ce qui est C'est pas forcément pathognomonique. Les anticorps. Ah, moi, Les بجوج. asques, les encas négatifs. بجوج. Mais là, mais ça m'élimine pas. Ça, au moins. Il y a En d'autres fonction du maladies de contexte. Crohn avec ASCA négatif. Hmm. هذاك غير c'est un argument. حاجة C'est un peu son argument.
L'échographie, le scanner à la recherche de l'investissement dont on a parlé tout à l'heure, normal. Ou l'exploration endoscopique, normal. Allergie alimentaire, il y a l'allergie. يبقى l'allergie. La seule en course. l'endoscopie normale. Qu'est-ce qu'on dit le colite qui dit l'aspect avec l'aspect L'endoscopie normale. Parce que l'endoscopie normale, donc on a écarté les deux diagnostics. Après l'allergie alimentaire. Même devant un aspect normal, il faut faire des biopsies. Les biopsies corps, siège d'inflammatoire, essentiellement de polynucléaires à eosinophiles. Et ça dépasse 50 eosinophiles par champ. Colite eosinophile, même et le dosage spécifique, il est élevé pour le crabe, et sa crabe, c'est très élevé pour les crevettes. Pour que Makinoa le sont infiltrés. Et puis la pathologie eosinophile peut être associée à l'allergie. Derrière toute pathologie eosinophile, il faut chercher une allergie alimentaire. l'allergie ديال الكراب كتجينا ديما في البيلون. كاين الكراب heureusement ما كاينش كلشي كاين. Heureusement. شي حاجه اللي كتكال سي بور سا دونك هي دابا الالرجي عليها. عطينا ليكزومبل ديال الغاشي توتال. ما كياكلوا كاوكاو. C'est dans le considère positif. On le considère positif s'il dépasse l'indice 4 ou 5. Pour parler de IgE spécifique très positif ou là en faveur d'une allergie alimentaire. Si on atteint l'indice 4 ou 5. C'est ça qu'on le considère. Des fois, on le trouve 1, 2, 3. Ça veut dire on le considère comme. Oui, on le considère comme très positif, c'est lié à 4 ou 5. La preuve, il a été traité comme une colite à eosinophile. Et à base de corticothérapie, 1 mg pendant 4 semaines, avec dégression progressive, et régime d'éviction des produits contenant le poisson et les fruits de mer. Et l'évolution était favorable. Donc là, je vous rappelle que dans la colite eosinophile, il y a un l'œsophagite eosinophile. Le traitement, c'est la corticothérapie locale et l'éviction. Pour l'éviction de l'œsophagite eosinophile, on procède par palier. 2 allergènes courants, ça ne marche pas, 4 allergènes, 6, etc. Le lait et l'œuf, ça ne marche pas, l'arachide et crevettes ou ça marche pas. Inhaler sous forme de spray. La corticothérapie en matière d'œsophagite. C'est local. Donc, à base de spray. D'abord, on a le gène. Bidouxénide, gène, qui est dans l'enfant, qui colle sur l'œsophage et ça donne de très bons résultats. On n'a pas. Donc, on bricole le spray. Au moins, il y a quelque chose qui va arriver. Mais il y a des préparations qui se font en France, ça s'appelle la préparation magique, qui dit le similaire, et ça joue le rôle de gène. Au moins, le mouchkit de gène, ce n'est pas toujours évident. Voilà, donc, je ne vais pas. L'observation, il a parlé largement. Donc, je ne vais pas sur le plan. Histologique ou d'archives, on vous laisse sur le plan théorique parce qu'on a parlé de la colite eosinophile, traitement au régime d'exclusion, corticothérapie, l'inhibiteur de la recherche, on est arrivé même jusqu'à l'azathioprine, est-ce qu'il y a un risque de dégénérescence? Monoclonaux, etc. Il y a un risque de dégénérescence? Non. Donc, je rappelle juste l'œsophagite eosinophile, puisqu'on parle de la pathologie eosinophile. Tout à l'heure, on peut avoir un œsophage d'aspect endoscopique normal, mais la biopsie va montrer supérieur à 15 éléments par champ. Ce n'est pas comme la colite, parce que dans le côlon, il y a déjà des eosinophiles. J'ai comme œsophage. L'œsophage, la présence des eosinophiles pathologique. Anormal. Et c'est des enfants qui sont symptomatiques. Il y a de l'impaction, de dysphagie avec qui est c'est souvent de grands. C'est dernièrement un malade qui est arrivé au sténose œsophagien. Et j'ai dû dilater, plus le traitement, l'exclusion.
Alhamdoulilah, ça marche. Donc, on peut avoir un aspect comme ça, avec les traînées, ça rappelle longitudinaux. C'est comme la candidose, mais il y a des aspects comme ça, pseudo-trachéal. L'évolution. On a l'impression qu'on est rentré dans la trachée, c'est l'œsophage. Ça, c'est typique de l'œsophage hétérophile. Et je termine avec cet aspect pseudo-candidosique aussi. Et c'est tout l'œsophage qui est pris, l'œsophage hétérophile. Donc, ça peut être normal, ça peut être comme une œsophage peptique, ça peut être comme pseudo-candidosique, ça peut être pseudo-trachéal. Donc, c'est la pathologie hétérophile qui est récente. C'est depuis quelques années qu'on en parle. Et c'était juste pour ce qu'on parle de la candidose, je vous parle de ça. Et je pense que je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. S'il vous plaît, une petite question. C'est à quel âge on peut parler des hémorroïdes chez l'enfant? À partir de quel âge on peut parler? Exceptionnel qui يقول لك dans certaines hypertension portale يقدر يكون hypertension portale. C'est un contexte évident. Mais par contre, l'hémorroïde de l'adulte, l'hydratation périanale. Donc, il ne sème pas. Mais il ne sème pas. Pour ça, j'en ai marre. Jamais. الناس كيجي كيقول لك عنده هيمورويد. كي ياخذوهم كوم parfois des dilatations très importantes ou كيسحبوهم. Mais il faut savoir l'âge. Il faut savoir les rassurer aussi. Question qu'elle a donnée au fur et à mesure. Je pense que c'est bon. Vous savez? Très bien. Les remerciements. Mais ça ne peut pas être halil, c'est qalb. Je voudrais te remercier. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir. C'est toujours un plaisir. De venir partager avec la famille de Jdida, je ne me sens pas dépaysé. Je ne plus mal, non. Direct, c'est là. On vous remercie aussi. Merci beaucoup. À vous aussi d'avoir voulu. C'est grand plaisir. L'égalité, c'est l'association qui a proposé. Donc, bien, après ce plat copieux de l'Siabkhari, on passe à table. Pour un autre plat copieux. Bien sûr. Partenaire. Avec un grand plaisir. Pour l'association, les DPP. Vous les femmes aussi de manière symbiotique.